Bon, alors bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire qui a été construit au regard des réflexions et des questions qui sont revenues très fréquemment de notre première édition. On a eu plus de 600 échanges, ce qui nous a quand même beaucoup intéressés et a fait remonter un certain nombre de questions, parmi lesquelles celle du réseau. Et une d'entre vous avait demandé comment est-ce qu'on peut construire un réseau quand on a plus de 45 ans. On a trouvé que c'était une question assez pertinente et avec l'ensemble de nos invités aujourd'hui, répondre à cette question, définir ce que c'est qu'un réseau et voir quelles sont leurs utilités et leurs modes de fonctionnement et comment on peut se les approprier le plus facilement possible. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est toujours d'avoir un côté extrêmement pratique, une boîte à outils qu'en fait nous formalisons dans une newsletter qui va suivre chacun de nos webinaires. Donc, il y aura un lien d'inscription qu'on va mettre dans le chat. Et on va aussi, à terme, vous proposer, probablement pour la rentrée, une série d'ateliers de formation en distanciel avec les intervenants qui sont là. Donc, je vais commencer par vous les présenter. Je commence par Corinne Goldberger, qui est chef du service société de Marie-Claire et qui est co-organisatrice du forum du même nom et du think tank Agir pour l'égalité professionnelle femmes et hommes. Le 18 juin dernier, vous aviez remis à l'UNESCO un livre blanc au gouvernement avec 11 propositions sur l'égalité au travail, parmi lesquelles vous aviez suggéré d'organiser des réunions de network à des horaires compatibles avec la vie des femmes et non plus le soir tard après des réunions à partir de 18h. Vous nous expliquerez pourquoi ces mesures qui ont l'air assez évidentes sont extrêmement importantes, notamment pour l'égalité et pour le travail des femmes. On retrouve ensuite avec plaisir Amélie Favre-Guittet, qui est entrepreneuse et experte en recrutement pour les plus de 45 ans. Avec Boost Me Up, Amélie, vous nous direz comment vous entraînez vos candidats à utiliser les réseaux virtuels et dans la vraie vie, comment les mettre en avant pour profiter au maximum, mettre en avant ses atouts pour la recherche d'emploi. Et on est absolument ravis d'accueillir un homme qui est Bruno Friedlandsky, qui est consultant et formateur LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence. Et avec vous, Bruno, on va explorer le fonctionnement de ce réseau qui, très bien maîtrisé, est un atout indispensable et pour toutes les phases de la vie professionnelle et pas seulement au moment où on cherche un emploi. Et puis, ma comparse et complice Sandrine Doppler, qui aujourd'hui va s'occuper du chat, poser les questions, les compiler et interviendra quand elle le souhaite pour faire part de vos commentaires et de vos questions au fur et à mesure. Alors peut-être on va démarrer par la première question. Pour beaucoup, dans l'imaginaire, les réseaux sont synonymes d'élitisme, d'entre-soi et dans des sphères qui nous paraissent parfois très, très éloignées de nos préoccupations. Alors, est-ce qu'on n'a pas, en fait, en définitive, tous des réseaux au départ Corinne? Alors, sur l'élitisme, alors j'ai pris quelques notes là-dessus. Laissez-moi quelques instants. Bon, je ne retrouve pas mes notes, c'est dommage. J'ai réfléchi à la question. Oui, on demande à Bruno et on revient vers vous après. Oui, parce que j'avais préparé quelque chose là-dessus. Bruno, le réseau, on l'a tous. On a tous à la base un réseau. J'ai envie de dire, ça commence à la petite enfance. Nos copains à la maternelle, au primaire, au secondaire, à l'école, à la fac, notre premier job, dans notre club de sport, club de danse. Enfin, dès qu'on est en relation avec quelqu'un, on se crée un réseau. C'est pas juste la notion de marque et je dirais, d'hyper réputation des réseaux dont on peut peut-être entendre trop parler dans la presse. À partir du moment où on est en relation avec des gens, on se construit son propre réseau et c'est le premier à entretenir et à développer. Et si je fais le lien avec LinkedIn, donc avec des outils digitaux, c'est les premières personnes avec lesquelles on va se connecter parce qu'en plus on les connaît, on va pouvoir commencer à appréhender l'outil
avec des gens en qui on est quelque part en sécurité parce qu'on les connaît et on va commencer à échanger avec eux. Oui. Amélie, vous faites le même constat quand vous avez des candidats qui viennent vers vous et que vous leur parlez de réseau, qu'est-ce qu'ils vous disent? On ne sait pas ce que c'est, on n'en a pas. C'est exactement ça. Ouais, et qu'est-ce que vous commencez par leur dire? Vous avez le même discours que Bruno, j'imagine? On a le même discours avec Bruno là-dessus. Effectivement, je leur dis le réseau, c'est pas juste le club d'hommes avec des gros cigares qui se réunissent dans l'ombre ou avec des capes bizarres. C'est pas ça le réseau. Et effectivement, le réseau, c'est le fait d'aller discuter avec ses voisins sur le palier, d'aller discuter avec sa concierge, sa boulangère pour simplement savoir ce qui se passe autour de soi. C'est quand on va sur Facebook, on a son réseau d'amis, de proches. Et après, il y a les différentes distances du réseau, du plus proche au plus éloigné. Mais tous ces réseaux-là, effectivement, on les a et c'est juste qu'on n'y pense pas. La plupart du temps, les gens ne pensent pas qu'ils ont du réseau. Ouais. Corinne, vous voulez intervenir? Oui, alors moi, ce qui m'a interrogée, c'est le terme d'élitisme. Parce que si faire partie d'un réseau d'entrepreneuses comme, mettons, Bouge ta boîte, il y a énormément de réseaux d'entrepreneuses dans toute la France, des réseaux de femmes managers ou de femmes par métier, c'est-à-dire des réseaux de femmes ingénieurs, de femmes avocates, de femmes diplômées d'une grande école. Si tout ça, c'est une position élitiste. C'est des réseaux élitistes. Alors oui, a priori, les réseaux de femmes professionnelles sont élitistes, mais comme vous le disiez là à l'instant d'une autre manière, c'est pas le but. On n'est pas là pour se gargariser entre femmes qui ont des positions importantes ou alors qui créent leur entreprise. D'ailleurs, entre parenthèses, les entreprises, c'est pas que des PME, c'est souvent aussi de l'auto-entrepreneuriat. Hein. Il y a des réseaux de femmes intra-entrepreneuses. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas le Rotary Club. Il s'agit de faire progresser tout ensemble l'égalité, la mixité, l'égalité professionnelle dans le monde économique, tout ensemble pour peser sur les entreprises et sur, par exemple, l'égalité dans le financement des entreprises. Donc, il y a un but d'entraide, je dirais même de sororité, grâce, par exemple, au mentoring, au partage d'informations, à la participation à des événements, à des stages professionnels. Et dans des domaines où, malheureusement, il règne encore des inégalités professionnelles et salariales avec les hommes. Et on trouve encore des plafonds de verre. Par exemple, les femmes, on sait que, j'ai pas la statistique en mémoire là, mais elles ont moins de capital risque quand elles créent une entreprise, une start-up. Elles ont beaucoup moins de capital risque que les hommes. Et non seulement dans le montant, mais de manière générale, elles en reçoivent moins. Mais quand on parle d'élitisme, par exemple, il y a des réseaux de femmes, là on parlait des femmes de plus de 45 ans, il y a des réseaux de femmes chercheuses qui sont en recherche d'emploi, il y a des réseaux vous allez nous en parler, de femmes en recherche d'emploi de plus de 45 ans. Il n'y a pas d'élitisme là-dedans. Oui, oui, mais je disais, c'est souvent un imaginaire quand on est hors réseau. Pour beaucoup, le réseau n'est pas pour elles. C'est-à-dire, on est au-delà de ça. Quand on parle de réseau professionnel, Bruno, de quoi parle-t-on précisément? Quelle définition pour vous? Qu'est-ce que c'est un réseau professionnel avant tout? Un réseau professionnel, c'est un réseau où on va se connecter avec soit des alter-ego, c'est-à-dire un réseau de nos confrères qui font le même métier que nous, par exemple, ou un réseau sur lequel on va avoir des discussions plutôt sur je dirais, des sujets professionnels, que ce soit les nôtres par rapport à notre métier, par rapport à notre secteur d'activité. Je fais la distinction entre notre métier. Je peux être un marketeur dans l'automobile, une marketeuse dans l'automobile. Mon métier, c'est de faire du marketing. Mon secteur d'activité, c'est l'automobile. Et puis, je peux aller dans d'autres réseaux parce que ça m'intéresse. Quand je vais aller par rapport à mon métier, je vais toucher d'autres secteurs d'activité par rapport au métier. Quand je vais aller dans le secteur d'activité, je vais voir d'autres professions qui sont dans le secteur d'activité. Et le réseau professionnel, c'est de s'enrichir, de partager, d'apprendre. Quand on va à une conférence, quand on participe à des ateliers, quand on va à des salons, on est dans cette dynamique, pour moi, de réseau professionnel. C'est-à-dire que les sujets sont professionnels, pas personnels.
Voilà, la différence pour moi, elle est là. Après, ça dépend ce qu'on attend, soit de partager et de transmettre, soit d'apprendre, soit les deux. En fait, c'est un mixte. Ouais, Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, vas-y, Sandrine. Oui, alors excusez-moi de vous couper, mais on a Pierrette qui vient de nous rejoindre. Donc Pierrette était là déjà dans notre premier webinaire. Je voudrais la présenter parce qu'en fait, je voudrais qu'elle réagisse à quelque chose qui est sur le chat et qui va un peu dans l'esprit de ce qu'on s'est dit. Donc elle est directrice adjointe du recrutement à l'exécutive MBA de l'INSAD. Et en fin de compte, elle est membre depuis du Professional Women Network et dont elle est vice-présidente. J'ai perdu la connexion. Je ne sais pas si c'est que moi. Oui, non. Je pense que c'est Sandrine. Je pense que c'est Sandrine. Ouais, mais les réseaux pour. Ah, on l'a retrouvée. Ah ben non, Ah ben non, On va la perdre. Donc, oui, Pierrette, vous souhaitiez intervenir sur. Alors, j'ai pas le sujet en tête directement de la question sur laquelle voulez vous faire intervenir Sandrine. Donc, vous écoute. Moi non plus, mais je veux peut-être juste en 2 mots. Merci beaucoup déjà de me donner un peu la parole et bonjour à tous et toutes. Donc, je comprends, mais alors à 100%. Ah, là voilà. Oui, voilà. Je disais qu'en fait, on a commencé. Je disais qu'il y avait une grande sororité. Oui, venez mes sœurs dans le réseau et tout, mais qu'en final, c'est Nadjet qui nous dit ça, mais les actes derrière, c'est beaucoup de bonnes paroles, mais que la réalité de la sororité se vérifie pas vraiment dans les actes au niveau des réseaux. Et c'était là-dessus que je voulais te faire intervenir, cher Pierre. Oui, et je suis assez d'accord, moi, sur le côté, ce qu'on a tout le monde a dit un petit peu au début, l'idée élitiste, moi-même, le réseau, pour moi, c'était un truc, c'était vraiment que lié aux grandes écoles, j'étais pas dans une grande école à l'époque, c'était vraiment lié à quelque chose d'hyper un peu tabou, comme les fraternités, enfin, un truc un peu comme ça. Et en fait, je me suis aperçue, c'est un peu comme quand on va à l'étranger, qu'on est dans un contexte un peu compliqué. Quand on a un problème, on se rassemble en fait autour de gens qui ont un problème ou une cause, qui défendent la même cause ou qui défendent le même problème. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans un réseau, quel qu'il soit. Donc, PWN comme un autre. Et pour répondre un peu plus particulièrement à ta question, c'est vrai que ça peut paraître parfois, c'est vrai qu'on y va pour soi, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, on y va parce qu'on est à la recherche d'un emploi, donc on y va parce qu'on veut se faire connaître, on y va pour apprendre. Donc, c'est aussi une démarche un petit peu individualiste. Mais pour moi, le réseau, il ne marche justement que, ce qu'on disait avant, que s'il y a un échange. Donc, la définition d'un réseau et dans PWN, moi, je suis en charge des partenariats, ce qui porte bien son nom, c'est qu'il y a un échange. Donc, il y a un échange soit de visibilité ou il y a un échange on donne quelque chose, on reçoit quelque chose. Donc, si c'est juste, par exemple, un partenaire qui veut faire sa pub ou se faire ou recruter, c'est pas ça l'intérêt d'un réseau. Ouais. Donc, je pense. Pardon. Non, finissez, je vous en prie. Et moi, je voulais juste ajouter ce qui m'avait fait rejoindre PWN parce que bon, c'est un réseau professionnel de femmes, donc c'est peut-être encore quelque chose un peu différent. Mais ce qui me l'avait fait rejoindre l'année dernière, quand j'ai rejoint le board en 2019, c'était d'une part parce qu'il s'est ouvert aux hommes. Donc voilà, et ça, moi, je pense que depuis le temps que je parle entre femmes, on est toutes d'accord sur les concepts, mais les constats. Mais tant qu'on l'aura pas intégré des hommes, ça marchera pas. Et puis ils ont aussi ouvert quelque chose sur il y a International Hub maintenant et Young Talent, c'est-à-dire que en fait, ça ouvre à toute la gamme. C'est plus une certaine catégorie, même si moi je suis plus concernée par la catégorie senior, c'est plus que ça. Ça c'est vraiment ouvert. Et moi, je vois le réseau comme ça, c'est-à-dire que ça c'est tout sauf cloisonné. Ça doit être tout sauf cloisonné. Et moi, je voudrais revenir avec Amélie. Quand on a préparé ce webinaire, Amélie, vous nous avez dit quelque chose, moi, qui m'a intéressée, c'est que vous distinguez le réseau du piston. Et j'aimerais bien que vous entendiez là-dessus. Oui, parce que ça inquiète souvent les gens quand on leur dit « Est-ce que vous avez activé votre réseau ?» Et c'est « Bah non, moi, je connais personne, j'ai pas de piston. » Et c'est vrai que pour moi, il y a une grande différence entre réseau et piston. Le piston, notamment dans le cadre de la recherche d'emploi, c'est je positionne quelqu'un à un poste parce que je suis le fils d'eux ou la fille d'eux et c'est comme ça que j'obtiens mon boulot. Donc, c'est pas par rapport à mes compétences, mais c'est parce que je viens de la part de quelqu'un qui me positionne. Donc, ça, c'est le piston. On l'a plus ou moins tous un jour eu, que ce soit pour la recherche d'un premier stage, premier emploi. Ça existe, faut pas s'en cacher. Après, le réseau va bien au-delà de ça et je trouve est beaucoup plus puissant parce que le réseau, c'est oui, il y a des portes qui s'ouvrent grâce à mon réseau, mais on me reçoit, oui, parce que je suis
je suis envoyée de la part de quelqu'un, mais c'est surtout parce que on va tester, on va échanger ensemble, on va justement juger de mes compétences et de ma personnalité, et en fonction, peut-être que d'autres portes vont s'ouvrir ou peut-être qu'un job va m'être proposé. Mais pour moi, le réseau, c'est de la recommandation, c'est effectivement l'échange, et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est complètement différent du piston où on est imposé. Et les gens font souvent ne font pas justement la distinction entre les deux et se disent non, mais le réseau, c'est être pistonné. Non, non, le réseau, c'est pas être pistonné. C'est juste qu'on te donne la possibilité d'avoir une porte qui s'ouvre pour justement parler, te faire connaître et poser des questions et t'intéresser à la personne qui te reçoit. Ça aussi, c'est important. Est-ce que Bruno, on peut dire que pendant… Oui, Corinne, je vous en prie. Oui, je voulais aller dans ce sens et dire qu'on parle, et on fait un peu le distinguo d'ailleurs entre ce qu'on appelle les mentors et les sponsors. Les mentors, tout le monde sait ce que c'est la personne, plutôt une ou un senior, qui va un petit peu vous aider la débutante à avancer, à progresser dans sa carrière avec des bons conseils. Et moi, je me rappelle avoir fait un pied sur le mentoring. Donc, on peut avoir d'ailleurs plusieurs mentors, c'est aussi un réseau, qu'on soit dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. Et en tout cas, quand on est dans l'entreprise, j'avais alerté sur la nécessité de ne pas avoir un ou une mentor dont on dépend directement comme chef, par exemple, pour ne pas être dans des positions à jour de rivalité, de concurrence, etc. Et le sponsor, c'est la personne en fait qui va parler de vous pour vous. Et ça, c'est important de se rapprocher des bonnes personnes qui, parce qu'elles voient ce que vous faites, parce qu'elles voient votre potentiel, parce qu'elles peuvent vous être un talent, va parler pour vous, va être un peu votre ambassadeur auprès des personnes qui vont faire progresser votre carrière, peut-être vous côté mission, opportunités, etc. Et puisqu'on parle de réseau, rien n'interdit d'avoir justement plusieurs sponsors, comme on dit, c'est-à-dire que c'est ces personnes ressources qui vont vous aider à progresser dans votre carrière. Alors, on parle en général de sponsors quand on est dans une entreprise. On ne parle pas de gens en recherche d'emploi, mais quand on sait à quel point les femmes se retrouvent souvent vite bloquées dans leur carrière, en général, dès qu'elles arrivent un petit peu à la quarantaine, on voit à quel point c'est important d'avoir des sponsors, des gens qui nous aident à ne pas être bloqués ad vitam dans le même Ouais. poste. Est-ce que je peux poser une question oui, qui pourrait être à peu près pour tout le monde, mais elle revient souvent parce qu'il y a eu un mot magique a priori qui a été fait, c'est comment trouve-t-on des sponsors? C'est une excellente question. Qui souhaite répondre? Moi, je veux bien répondre, puisque j'ai parlé des sponsors. Quand on est dans une entreprise, par exemple, qu'on est bloqué à son poste, qu'on sent qu'on fait du surplace et qu'on est comme un hamster dans sa roue qui fait toujours la même chose, et ce qui arrive souvent, ça j'alerte beaucoup là-dessus, moi, en entreprise. C'est ce que j'appelle d'ailleurs la révolte des premières de la classe. La première de la classe, entre guillemets, c'est la collaboratrice qui fait tellement bien le taf qu'on ne veut pas la faire évoluer, on veut qu'elle reste là. Et la phrase absolument toxique, c'est dès que la collaboratrice en question verbalise son envie d'évoluer, de faire autre chose, d'avancer, de changer de métier dans la boîte, on lui répond « Ah mais non, mais attends, on a besoin de toi ici. Enfin, je veux dire, qui ferait ça, tout ça aussi bien que toi? On a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. » C'est comme ça que des femmes se retrouvent bloquées au même poste. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des sponsors, c'est-à-dire de repérer dans la boîte les gens avec qui on a envie de bosser, pour aller les voir, pour dire, moi, j'ai envie de… voilà ce que je fais, etc. J'ai une idée, faire des propositions, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Moi, j'ai fait de la veille concurrentielle, j'ai vu que chez un tel, on fait comme ça, à l'étranger, on fait comme ça. Et c'est comme ça que des sponsors, qu'on appelle des sponsors, ces personnes de ressources qui peuvent vous aider à progresser, peuvent parler de vous au-dessus à la direction, par exemple. Voilà. Et Bruno, pour aller plus loin, est-ce que souvent on n'a pas l'impression que les réseaux, c'est quand même essentiellement masculin, que les hommes sont plus à l'aise de fait dans les réseaux parce qu'ils le pratiquent d'ailleurs plus pour cette raison-là? Est-ce que sur LinkedIn, vous avez constaté ça, ou bien au contraire maintenant, le fait de l'arrivée de nombreux réseaux féminins a un peu nivelé
cette façon d'être par rapport au réseau, et il y a moins, je dirais, de peur par rapport au réseau pour les femmes qui les ont un peu incorporées et assimilées. Je serais pas, si je suis vraiment représentatif pour pouvoir dire c'est plus masculin ou féminin. Moi, je pense que c'est non genré un réseau. Le réseau, le problème qu'on a le plus, c'est que on pense réseau quand on en a besoin. C'est déjà trop tard. En fait, moi, j'ai vécu des périodes de chômage. À l'époque, il y avait zéro Internet, donc il n'y avait aucune possibilité autre que de lire les journaux pour trouver les petites annonces et envoyer des CV imprimés et des lettres de motivation. Et on m'a toujours dit, le réseau, ça se crée, ça s'entretient quand on n'en a pas besoin. Et c'est pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Amélie, c'est-à-dire que c'est quand on va aller partager, on va aller donner du temps, on va aller animer un réseau, son réseau, qu'on va créer de la confiance, on va créer, je dirais, la notion de partage gratuite, sans attendre quelque chose en retour, ce qui fait que quand on aura besoin du réseau, qu'on aura besoin d'un coup de main, pas d'un job, parce que aller voir quelqu'un en disant t'as pas un job, je suis désolé, ça peut pas marcher. En revanche, aller voir, ce que moi j'appelle plutôt une démarche entre guillemets journalistique, je détaillerai après, mais d'avoir une capacité d'être reconnu pour une expertise, pour une empathie, pour soi-même en tant qu'humain, c'est là où on va avoir la recommandation, c'est là où on va avoir le plus de, je dirais, de retour au moment où on va avoir besoin d'activer un minimum le réseau. Alors, est-ce que c'est plus masculin que féminin? Peut-être que, bêtement, j'ai envie de dire, les hommes, ils ont les dents qui rayent le parquet, donc ils vont aller plus loin, et c'est pas du réseau. C'est juste, ils rayent le parquet, ils veulent avancer, et ils vont aller plus vers les autres, mais pas dans une optique de partage, dans une optique de récupérer à eux. Donc, bon, après, c'est ma vision. Peut-être qu'elle est fausse. C'est un peu comme ça que moi, je le vois. Ce que je veux dire dans la démarche journalistique, c'est que si je suis en recherche d'emploi, que je vais aller travailler dans telle entreprise, qu'en face, il y a un homme ou une femme, peu importe. Si je vais le voir pour demander un job, j'aurai rien. Si je vais le voir ou la voir et expliquer que je suis en train d'analyser un marché, je suis en train d'analyser un type d'entreprise, je suis en train d'analyser un métier, et que comme cette personne est à ce poste dans cette entreprise et que j'aimerais bien m'entretenir avec elle pour recueillir de l'info, peut-être que je vais faire un podcast, peut-être que je vais faire un article, peut-être que je vais rien faire du tout, ça dépend de comment on est. C'est la démarche journalistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller interroger la personne pour qu'elle s'exprime, qu'elle donne son avis. Tout le monde est prêt à donner son avis. De toute façon, les gens sont intéressés que par eux-mêmes. Donc, me parlez pas de moi, ne me parlez pas de vous, parlez-moi de moi. Et ben, venez vous exprimer. Et il y a un moment donné où je vais pouvoir pitcher. Mais pourquoi vous faites ça? Ben, je suis en recherche d'emploi, j'aimerais savoir s'il faut que j'aille dans ce secteur ou pas dans ce secteur. Ah, mais vous faites quoi? Et ça y est, la conversation, elle est initiée. Et pour moi, homme, femme, il n'y a pas de différence. Après, je pense que faire trop, alors c'est mon point de vue, je suis le seul homme, je vais peut-être me faire pas que des amis, mais plus on fait, pour moi, on a un vrai problème. C'est-à-dire, oui, il faut absolument arrêter ce carcan masculin et ouvrir aux femmes. Si les femmes dirigeaient le monde, on ne serait pas dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. C'est mon point de vue tout à fait personnel. Mais plus on est ravis de l'entendre. Plus on va faire cette distinction, moins on va servir pour moi la cause des femmes. Je ne dis pas qu'il faut plus en parler et qu'il ne faut plus faire cette distinction. Mais aller trop loin là-dedans, en fait, on va recréer des clans. Ce que je trouve très bien de la part de Pierre, c'est de dire on a ouvert aux hommes. Oui, on doit ouvrir aux hommes les clubs de femmes, on doit ouvrir aux femmes les clubs des hommes. Et effectivement, j'ai vu passer dans le chat, quand on voit encore certains médias qui vont vous parler des cosmétiques où il n'y a que des hommes en première page. On a vu quelques-unes très récemment. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être pas la vérité, mais c'est un point de vue, je veux bien qu'on le partage. Je pense qu'à un moment donné, ils le font exprès. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va faire du buzz, que ça va polémiquer, et ils vont avoir énormément de médias gratuits en ayant une démarche où ils vont faire que des hommes et pas des femmes, parce qu'ils savent que c'est un sujet sensible. Je les soupçonne de faire ça. Je ne sais pas si on le sait tous consciemment ou inconsciemment, mais il y a un moment donné... faire ça, vu l'information et les sujets qu'on traite, c'est juste une erreur professionnelle. Donc, il y a un problème quelque part. Est-ce que je pourrais juste poser une petite question Oui, je vous en prie. Par rapport à ça et à l'ouverture aux hommes, parce que je me demande, et du coup, je suis très mal placée pour en parler, mais je me demande si c'est quand même pas facile d'intégrer des hommes dans un réseau qui se dit féminin. Je me demande s'il n'y a pas quand même une sorte
Enfin, c'est pas compliqué pour un homme parce que c'est quand même difficile, hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez tous et toutes, mais nous, c'est pas une démarche facile qu'on a. Alors, Ça va pas vite. il y a une chose que je peux rajouter dans ce que je veux dire d'ouvrir, c'est que les femmes entre elles vont être en sécurité, les hommes entre eux vont être en sécurité, mais eux, ils n'ont pas besoin de sécurité. Les femmes ont besoin d'être entre elles pour avancer, pour s'ouvrir à leurs difficultés, mais il faut aussi ne pas, quand je dis il faut associer les hommes, ça ne veut pas dire 100% du temps. Il y a les deux niveaux. Je pense qu'on peut s'apporter mutuellement, on ne peut que s'apporter mutuellement. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Corinne tout à l'heure, et c'est Amélie, tu nous as parlé quand on a préparé ce webinaire du syndrome de la bonne élève, qui est je travaille bien, donc forcément ça va se savoir, donc forcément je vais être repérée et forcément je vais être promue. Et en fait, non. Non. Parce qu'on est le gentil petit mouton à bien travailler dans l'entreprise. Donc l'entreprise est contente et comme on ne demande rien, comme on n'ose rien, et ben forcément on ne va rien obtenir. Et c'est là. Et quand je lis les commentaires du chat où les gens disent oui mais les hommes ils osent, oui mais les hommes ceci, oui parce que les hommes ils y vont. Comme c'est le post que j'ai fait ce matin, hein, les hommes ils mettent les coronesses sur la table et ils y vont, ils se posent pas de questions, ils réfléchissent pas et ils ont pas peur et ils foncent dans la mêlée. Nous les femmes, et ça vient certainement de notre éducation, on se pose beaucoup trop de questions, on réfléchit au comment, du pourquoi, non mais attends si je fais ça, qu'est-ce que... Non, à un moment donné, faut juste y aller. Pour le coup, moi je raisonne principalement avec des hommes, un petit peu avec des femmes, mais c'est vrai que j'y vais cash et ça pose aucun problème, mais parce qu'à un moment donné, j'arrête de me poser des questions, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'un avis, et j'ai mon carnet d'adresses de réseau et je sais auprès de qui je dois aller pour avoir des informations. Et ça, c'est très, c'est effectivement beaucoup dans l'éducation. Et dans l'entreprise, quand on travaille, la femme, très souvent, ne se met pas en avant, n'affiche pas sa réussite, n'affiche pas sa fierté d'avoir fait des choses. Moi, je le vois dans le programme Boost Me Up, quand on leur demande d'écrire leur fierté, leur réalisation, il y a un vrai blocage. Non, mais je n'ai rien fait dans ma vie. Comment ça, tu n'as rien fait? Tu as 50 ans, 55 ans, tu n'as rien fait dans ta vie? C'est juste pas possible. Tu as au moins réussi un gâteau une fois dans ta vie. Enfin, Corinne, arriver à mettre des mots là-dessus, c'est dur. Corinne, vous vouliez intervenir? Oui, à propos de ce manque de confiance en soi des femmes, parce que c'est ça le sujet là dont on parle là tout de suite, c'est ce manque de confiance en soi. Il y a quelque chose contre quoi les femmes ont beaucoup de mal à se débarrasser, c'est prendre les choses personnellement quand on leur refuse, par exemple, une promotion, quand on leur refuse une augmentation. Un homme, ça m'a souvent été raconté par des DRH. Un homme à qui vous refusez une promotion, une augmentation, bon, et ben c'est pas grave, il s'est pris une veste, il reviendra à l'assaut. Et je me rappelle qu'il y avait une DRH quelques années. On vous entend très mal, Corinne. Ah bon? Et là, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, allez-y. D'accord. Elle me racontait cette DRH que tous les ans, il y avait des hommes qui venaient, qui n'attendaient pas l'entretien annuel, etc. Ils allaient faire le siège de la DRH en disant alors pour tel poste, là, vous pensez à moi, hein, vous n'oubliez pas. Et jamais une femme ne fera quelque chose comme ça. Et si on lui refuse une promotion, une augmentation, elle va le prendre personnellement. C'est parce qu'on ne l'aime pas. Un homme se dira rarement ouais, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Non. Donc, il faut sortir de ces réflexes affectifs. Voilà. Il faut mettre les affects de côté. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ne font pas. Voilà. Moi, je le vois en entretien d'embauche. Les hommes sont toujours en train de renégocier leur salaire. Quand on leur dit votre salaire, c'est 60, ils me disent non, moi, je suis plutôt à 65, 70. Une femme, vous lui dites c'est 60, elle dit OK. Voilà. C'est anormal. Voilà. C'est pas normal. Voilà. Je veux qu'elle combatte pour son salaire. Mais alors, si on pouvait donner un premier conseil à nos auditeurs, parce que je le vois toujours la même chose, mais j'ai été en congé maternité, mais je me suis éloignée du machin. Mais c'est en fin de compte, arrêtez de mettre de l'affect et ayez confiance en vous.
De toute façon, au pire, il vous dit non et puis vous reviendrez par la porte, la fenêtre, le toit, le machin. Voilà. Si vous voulez vraiment, voilà. Je pense qu'il faut déjà arrêter de se. Est-ce qu'on est d'accord sur un premier constat, c'est déjà de ne pas mettre d'affect comme le dit Corinne dans cette affaire-là, parce que les hommes, ils en mettent pas du tout au final dans la. Moi, je leur dis souvent, c'est débrancher le cerveau, arrêtez de réfléchir, allez-y. Corinne? Oui, je reviens au réseau. Je voulais dire que on constate une situation dans toutes les boîtes, c'est que comment les hommes se constituent un réseau au sein d'une boîte, par exemple, qui fait qu'ils vont évoluer plus vite que les femmes. C'est parce que tout bêtement, le soir après le boulot, les hommes vont boire un pot dans le café du coin. Les services sont un peu mélangés, les gens vont se détendre. Et donc, c'est comme ça que les hommes font connaissance des relations, des liens informels, interservices, autour d'un pot, on rigole, on déconne, et on parle de ce qu'on fait. Et donc, il y a des opportunités, des missions qui vont être confiées à des hommes parce que ces liens informels se sont noués. On se dit, tiens, il est pas mal celui-là, je crois. Il a l'air sûr de lui, il est marrant, il a pas froid aux yeux, je vais lui confier une mission. C'est comme ça un peu que les choses se nouent. Et comme dans ce temps-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent à la maison, elles vont chercher des gosses, et donc elles se coupent de ces réseaux informels. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est insister pour que les réunions, déjà, pour qu'il n'y ait pas de réunion le soir, parce que c'est après ces réunions tardives qu'on va boire un pot qui se prolonge. Et d'autre part, se faire violence, c'est tout de temps en temps, aller boire un pot aussi, sans culpabiliser, pour être aussi dans son réseau, parce que sinon, on s'invisibilise. Voilà. Ouais. Et c'est bien d'invisibilisation qu'il s'agit. Oui, alors, je peux dire quelque chose, oui, parce que c'est venu souvent dans le chat, je prends la parole 30 secondes sur le sujet, c'est qu'effectivement, nous, on se trouve toujours plein d'excuses pour pas aller au truc du soir, du matin, de ci, de ça, mais si on a un compagnon, il peut aussi s'occuper de la garde des enfants et le partage des tâches, c'est aussi là-dedans. Et puis, elles me disent, ouais, mais quand nous, on essaye de nous s'imposer, c'est-à-dire qu'on dans le chat, et puis je pense que c'est la réalité. Quand on essaye de s'imposer, c'est tout de suite, t'as tes règles, t'es la ménopause, mais t'es de mauvaise humeur. Alors qu'un homme, on se permet pas de lui dire des choses comme ça. On lui dit pas c'est ta prostate. Elle doit. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on leur dit ça, quoi, à nos auditrices? Comment on réagit et c'est vrai qu'il y a des sociétés plutôt d'ingénierie où on va vous répondre très clairement, mal luné, tu t'es mal levé, alors qu'on se permettra jamais de dire ça à un homme. C'est un problème d'éducation. Hein. Pour moi, c'est un problème d'éducation et on remonte à l'école presque. Hein. À la famille, déjà. À la famille. Pierrette, vous vouliez rapidement intervenir avant juste deux petits mots pour dire, et le sujet, c'est plutôt pour les femmes un peu seniors, juste pour dire que des raisons de plus pour encourager vraiment les jeunes, et moi je les pousse vraiment à adhérer à des réseaux, quels qu'ils soient, dès qu'ils sont jeunes, et ce qui m'a plu aussi dans le development, puisqu'il y a maintenant les Young Talents, donc je pense que ça c'est super important. Et juste une petite remarque j'aimerais bien savoir si le fait pendant cette période obligée où on a été beaucoup en webinaire, parce que moi je l'ai constaté, est-ce qu'il n'y avait pas plus de femmes qui, alors je ne parle pas des réseaux de femmes, mais qui participaient aux réunions justement parce que c'était de chez soi et que c'est peut-être quelque chose à réfléchir aussi, ça. Je sais pas. Il y avait une prise de confiance qui faisait qu'on avait une distance qui permettait d'oser, alors qu'en présentiel, ce n'est pas forcément. Exactement, et ça révèle beaucoup de choses, je trouve. Et ça révèle beaucoup de choses. Moi, je voudrais qu'on aborde le côté très pratique du réseau. On va commencer avec vous, Bruno. Quelle méthodologie il faut que je suive si je veux être visible sur le réseau professionnel qui est LinkedIn, par exemple, qui est le réseau majeur d'activité? Il y a LinkedIn, mais il y en a d'autres. Je voulais juste en parler. Par exemple, moi, j'ai un réseau. Je ne suis dans aucun réseau physique. Je ne me suis jamais mis dans un réseau physique parce que, en fait, ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais voulu rentrer dans un carcan. Donc, la notion de réseau, c'est pas forcément être dans une institution ou quelque chose une marque. Moi, je me suis fait mon propre réseau et je suis rentré dans plein de petits réseaux
relationnel sans adhérer, en fait. Et c'est là où les outils digitaux, alors oui, LinkedIn est le seul réseau pro, mais vous pouvez avoir d'autres réseaux. Si vous êtes sur des applications Runkeeper, vous faites un réseau où vous allez courir. Votre club de sport est un réseau. Donc, il y a LinkedIn, si on se focalise dessus, qui est pro. L'idée, elle est d'être dans l'échange, d'être dans le partage, d'avoir envie de se connecter avec les gens, non pas pour leur vendre quelque chose, mais pour partager et apprendre. Et d'être connecté, j'ai envie de dire, avec cette notion de gratuité. Qu'est-ce que je peux apprendre de la personne, de l'ensemble des publications ou en message privé, donc le côté public et privé. Et l'idée, elle est vraiment d'être dans, je dirais, le maximum d'empathie et le maximum de mise en avant de la personne. C'est-à-dire, je vais me connecter avec quelqu'un, non pas pour lui vendre quelque chose ou savoir si elle peut devenir mon client, je vais me connecter pour échanger. Et ce qui est intéressant dans cette dimension de réseau, c'est que sur les réseaux et sur LinkedIn, vous avez une proportion qu'on utilise souvent qui est 1,9,90. Vous avez 1% de gens qui vont produire du contenu. C'est dérisoire, 1%. C'est très peu, oui, effectivement. Très peu. Vous avez 9% de gens qui vont être que dans l'interaction. Ils vont vous commenter, ils vont vous liker, ils vont vous partager. Ils ne produisent pas et ils interagissent. Tous ceux qui interagissent deviennent votre ambassadeur quelque part. Ils vous diffusent votre publication à l'extérieur. Et puis 90% qui restent, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ils sont là, ils consomment, mais ils ne parlent pas. Mais en même temps, ils vous écoutent. Ils vous attribuent une expertise, une gentillesse, une empathie, un secteur d'activité, un sujet que vous maîtrisez. Et ils vont vous recommander, mais en dehors du réseau. C'est-à-dire que LinkedIn n'est absolument pas une finalité en soi. C'est juste un outil comme on a un téléphone portable. C'est surtout pas une finalité, mais n'importe quel réseau ne devrait pas être une finalité en soi. C'est juste un moyen de se connecter très facilement avec d'autres humains avec qui on va pouvoir échanger. Et donc, je dirais que la meilleure approche, c'est d'oser se connecter avec des gens qui sont cohérents avec notre univers business et d'essayer de comprendre ce qu'ils peuvent apporter et d'entrer en conversation par rapport à ce qu'eux disent. Il y a une notion de valorisation de la personne. Alors, vous allez me dire, il y a un peu il faut une honnêteté intellectuelle et avoir un objectif quand on va sur un réseau. Si je vais sur ce réseau en me disant, bon, bah, j'y vais parce qu'il faut être sur LinkedIn et que je ne définis pas un objectif professionnel, quel qu'il soit, hein, ça peut être de retrouver un boulot, de mieux faire son job, d'élargir sa palette, d'être invité à un webinaire avec vous, par exemple, où j'ai été invité par Amélie. Donc, c'est ça aussi le réseau. Donc, c'est d'être dans l'échange sans en attendre forcément tout de suite quelque chose. C'est le même constat, Amélie? Même constat, c'est effectivement le fait de savoir pourquoi on y va, d'oser demander, d'oser poser des questions. Mais comme le disait Bruno, on ne demande pas un job, on demande des conseils, on demande un avis. Et ne pas avoir peur, pour celles qui seraient dans l'entrepreneuriat, de parler business, en fait. Je rencontre beaucoup de femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à poser les mots sur leurs besoins en termes de business. Et à un moment donné, moi, j'y vais, je dis, OK, c'est quoi ton business model? Comment tu gagnes ta vie? Est-ce que tu y arrives en ce moment? Tu as besoin de quoi? Et à chaque fois, elle me regarde, genre, oulala, c'est quoi toutes ces questions qu'elle me pose? Je dis, bah, on est là pour faire du business ou pas? Donc, à un moment donné, il faut que je comprenne les tenants et les aboutissants pour voir auprès de qui je t'envoie ou comment on peut bosser ensemble. Et ça, c'est très difficile. Et c'est frein, c'est une question de pudeur et on en revient à l'éducation, encore une fois. Éducation, le fait qu'on n'a pas été habitué à ça, on n'est pas formé à ça dans les écoles, hein. École, université, c'est très important. Ça s'appelle école de commerce, on t'apprend tout sauf à faire du commerce en fait, sauf à parler business. Et on les prépare absolument pas à réseauter. Et ça, quand j'interviens en école de commerce ou que j'interviens avec des plus de 55 ans, ils ont les mêmes problèmes. Ils savent pas parler argent, ils savent pas réseauter, ils savent pas se mettre en avant. En fait, on pourrait monter des clubs intergénérationnels parce que finalement, c'est exactement les mêmes problématiques. Il y a une remarque de Nadjet dans le chat et en fait, elle est aussi très vraie. C'est-à-dire qu'on sait très bien aider les autres, on ne sait pas s'aider soi-même. Ouais. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis capable d'aider des gens à définir l'objectif professionnel, la ligne édito, à utiliser LinkedIn. Parfois, je peux me poser des questions sur moi-même, si c'est faisable ou pas, si je sais le faire pour moi-même ou pas. Oui, Corinne, vous vouliez intervenir? Oui, Corinne, oui. On vous écoute. Oui. Déjà,
déjà, je rebondis sur ce que dit Thierry. Bruno, pardon, Bruno, excusez-moi. Ce que dit Bruno, c'est comme avoir un avocat quelque part. C'est comme être un avocat. Je veux dire, on plaide toujours mieux la cause de quelqu'un d'autre, délégué du personnel, que la sienne, parce qu'il n'y a pas d'affect. Encore une fois, c'est toujours ce problème d'affect. Voilà. Et ce que je voulais dire à propos de LinkedIn, j'avais lu une fois un conseil à propos de LinkedIn que j'avais trouvé extrêmement pertinent. C'est comment se faire remarquer, y compris quand on cherche du boulot. C'est bien évidemment pas de dire je cherche du boulot à votre bon cœur, monsieur, dame, quoi. C'est de se faire remarquer par ses posts, de produire, de faire partie de ce fameux 1%, je crois, qui produit. Vous produisez des textes régulièrement sur ce que vous connaissez, sur ce que vous imaginez, ce qu'on pourrait faire, ce qui manque, etc. Enfin, vous vous faites remarquer par votre force de proposition, votre regard, par l'acuité et la pertinence de votre regard, et vous taguez bien évidemment les bonnes personnes auprès de qui vous avez envie de vous faire remarquer. Et j'avais trouvé ça très, très pertinent. J'avais trouvé ça bien plus intelligent plutôt que d'aller harceler les gens un par un. Non, c'est de commencer par se faire remarquer, de manière à ce que les gens se disent tiens, c'est pas tout ce qu'il a écrit ou ce qu'elle a écrit. Il y a même les deux à faire, c'est-à-dire il y a ces publications pour exprimer son expertise, son décryptage d'un secteur d'activité, ce que l'on sait faire, mais là on parle qu'à son réseau. Et ce qu'il faut, c'est aussi identifier des contenus publiés par les personnes qui nous intéressent et d'aller les commenter. En les commentant, vous allez faire valoir votre expertise, mais en même temps, vous allez vous rendre visible de la personne qui a publié, mais de son réseau à lui ou à elle. Voilà. Et donc, vous allez avoir effectivement une dimension de reconnaissance parce qu'à partir du moment où vous parlez, vous allez pouvoir vous exprimer. En gros, le like ne vous sert à rien sur les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de le placer, Amélie. Je vous donne un exemple. Imaginez. Ça va être un mantra. Vous êtes dans un espace de networking avec que des chasseurs de tête et vous cherchez un job. Vous rentrez dans la salle et vous allez tous les voir et vous leur faites une petite tape amicale et puis vous partez. Ouais, vous avez liké, c'est bien, mais je ne suis pas sûr qu'ils vous donnent un job. Vous rentrez dans la salle, vous leur parlez, vous leur posez des questions et vous répondez à leurs questions. Donc, vous êtes en train de commenter ou publier. Je pense qu'il y aura plus d'opportunités pour qu'ils sachent si vous êtes la bonne personne pour que vous veniez dans leur entreprise. Donc, le like, vous n'apporte rien. Le commentaire… Si en plus, vous réagissez sur un post qui a été très commenté, très liké, il y a beaucoup de monde, quoi. On vous voit. Exactement. Si vous réagissez sur un post où il y a un Pékin qui a liké, bon, mais si vous voyez que le post a été commenté, liké, là, et que vous ajoutez un décryptage, comme vous dites, un décodage, un point de vue percutant, pertinent, disruptif, là, vous allez vous augmentez vos chances de vous faire remarquer. Tout à fait. Moi, j'ai repéré dans le chat Véronique qui dit, mais en même temps, il faut dire qu'on est disponible pour une nouvelle expérience. Est-ce que ça, c'est pas aussi une espèce de pudeur quand on cherche un job de dire, eh ben voilà, je suis en recherche, fameuse recherche d'opportunités. Est-ce qu'il faut vraiment le dire? Voilà, la question. Sur le réseau et sur LinkedIn, non. On est tous en recherche. Si on est sur LinkedIn, c'est qu'on est tous en recherche de quelque chose, que ce soit d'un boulot, d'un business, d'un partenaire, d'un client, n'importe quoi. Tout s'achète et tout se vend. Et nous aussi. Donc, en fait, le fait d'indiquer qu'on est en recherche d'emploi, on s'en fout, en fait, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche. De toute manière, si je veux te débaucher, je te débauche. Donc, c'est ça que tu es sur LinkedIn. En revanche, le fait de parler et de le dire sur votre profil, quand vous avez des inconnus qui viennent sur votre profil, qui ne vous connaissent pas, et que la première chose que vous dites à travers votre profil, c'est « je cherche un job », c'est juste un tue-l'amour. Ben oui. C'était le sens de ma question. Non, pour moi, il ne faut surtout pas le mettre. Oui, ça ne sert à rien de le mettre, en fait. En fait, je vais être même très provoquant. C'est faire la manche. C'est être un mendiant, de dire je cherche un stage, je cherche une alternance, je cherche un job, je suis votre prochain collaborateur. Si en plus la personne est en poste et que le patron le voit, c'est un mauvais signe. Ça ne fait pas envie. Ça donne pas envie. Il faut faire envie, en fait. C'est ça la base. Mais absolument. Mais c'est comme vous allez vous avez un rendez-vous vous allez à une conférence, vous croisez quelqu'un, vous lui donnez pas une carte de visite et un bon de commande directement. Vous essayez d'engager une conversation, de savoir ce qu'il propose, ce que vous proposez, c'est de discuter.
Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme dans la vraie vie, hein. Pour moi, LinkedIn, c'est la vraie vie. Ouais. Alors, il y a des comportements déviants, il y a des gens qui automatisent, il y a des gens qui utilisent ça n'importe comment, mais on est sur notre aspect professionnel. Oui. On s'autorise D'accord. des choses sur LinkedIn qu'on ne s'autoriserait pas dans la vraie vie. C'est une aberration. Pour moi, ça doit être le reflet complet de qui on est dans la vraie vie pour avoir ce comportement sur LinkedIn. Donc Agnès demande, à l'écoute, on bannit la mention à l'écoute de nouvelles opportunités. Non, c'est Alors, pas la même chose. attention, c'est pas pareil. Mm. Vous avez la possibilité de faire savoir aux recruteurs et que aux recruteurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'outil LinkedIn qu'ils payent pour recruter, que vous êtes ouvert aux opportunités. Et donc, ça ne s'affiche que aux gens qui sont dans une phase de recrutement. Ok. Tu peux aussi l'afficher, je crois, à tout le monde. Tu peux demander à ce que ce soit affiché à tout le monde. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne idée de l'afficher à tout le C'est monde. pas le but. Non. L'idée c'est est sûr. d'afficher aux gens qui sont dans la démarche de recherche d'un nouveau collaborateur. Toujours Oui. sur ce LinkedIn, si tu me Je permets, t'en prie. Sophie, on en a parlé. Alors, je sais que Bruno et moi, on n'a pas la même définition. On revient sur le personal branding pour se rendre un petit peu désirable. Alors, je sais, Bruno, Amélie, vous ne l'appelez pas de la même manière. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu pour dire, bah voilà, comment on fait pour se présenter au monde en 2 mots, si on peut, et avec la terminologie à soi sur son personal branding, parce qu'en fait, compte, on devient comme une marque. On a besoin de se Ouais. mettre en avant pour qu'on Non, nous on ne devient achète. pas comme une question. marque. On est une marque. On est une marque professionnelle. Et pour bien se présenter en tant que marque professionnelle, c'est pas voilà ce que je vends, c'est voilà le bénéfice que toi tu aurais à m'acheter. C'est comme l'ikigai à un moment donné, c'est combien les gens sont prêts à mettre pour t'acheter et pour faire un job pour lequel tu vas être payé très cher. Et en fait, c'est ça, c'est quelle est ta compétence, quelle est ta plus-value, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir apporter par rapport à un autre et pourquoi je vais acheter cette compétence. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant, que ce soit sur LinkedIn ou dans la vraie vie, quand on va à une conférence, à un colloque, parce qu'il y a plein d'événements qu'on peut refaire maintenant, qu'on est tous sortis de confinement. Et ben c'est justement aller rencontrer des gens, s'intéresser à eux, parler avec des inconnus, leur poser des questions. Et derrière, c'est leur dire, OK, moi, mon métier, c'est ça. Moi, je vois trop en conférence les gens aussi qui me disent, oui, alors je cherche un emploi, blablabla. Je dis, non, faut pas commencer par ça. Hein. C'est quoi ton métier? On a un métier, on a quelque chose pour lequel on est doué. Qu'on soit rattaché ou non à une entreprise aujourd'hui, on a quand même un métier. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est cette capacité de faire des choses et de pouvoir aider une entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de personnes parce qu'elles rencontrent des difficultés. Et ben, c'est en quoi on est la solution pour une entreprise. Et c'est pas en quoi l'entreprise va m'aider à remplir mon frigo. Corinne, c'est ce que vous aviez identifié aussi au sein du think tank Marie-Claire, cette question des réseaux. Est-ce que c'est quelque chose qui était revenu, puisque vous l'aviez proposé dans le livre blanc sur les horaires de réseau? Est-ce que ça, c'est des remontées que les femmes avaient faites régulièrement et de façon récurrente? Oui, bah, c'est les réseaux, de toute façon, il n'y a pas qu'au think tank. Toute l'année, on en parle. Parce que là encore, il y a encore beaucoup d'inégalités femmes-hommes. Et je parlais tout à l'heure, par exemple, du financement. Et les femmes ont besoin de réseaux aussi pour pouvoir parler librement de problèmes, comment dirais-je, complexes. C'est pas simplement des questions de confiance en soi. C'est par exemple, et toi, comment tu as fait pour ton business plan? Et toi, comment tu as réussi? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comment tu as réussi à intéresser un business angel ou une business angel? Enfin, il y a des questions en fait très, très techniques qui se discutent dans certains réseaux. J'en parlais avec Marie-Éloi de Bouge ta boîte, qui est partie, enfin, je pense que vous la connaissez, oui, sans doute, hein, qui est partie de la création d'un réseau régional, en Bretagne et qui est maintenant un réseau national. Il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, il y a tellement de réseaux différents, ils n'ont pas tous la même genèse, la même origine. Certains, ce sont des collectifs, des associations de femmes. Certains viennent des RH, des grandes boîtes, par exemple chez Orange, BNP. Il y a des réseaux de femmes. Et là aussi, c'est important pour pouvoir discuter, par exemple, des évolutions de carrière, de salaire, de formation des femmes. Il y a aussi des réseaux qui sont sponsorisés.
par exemple, il y a le réseau, comment il s'appelle, Sista, vous connaissez Oui, Sista qui a été monté pour notamment sur les levées de fonds. les levées de fonds dans la tech notamment. Ouais. Et donc, ce réseau a lancé, notamment pendant tout le confinement, des actions de formation pour des entrepreneuses avec le champagne Veuve Clicquot. Donc, il y a, voilà, il y a Social Building aussi qui a fait, vous connaissez sans doute cette initiative faite avec Facebook, qui sponsorise et qui forme des femmes pour toute une journée au digital. Et c'est énorme ce qu'ils font. Je veux dire, j'en ai fait un, on était, mais je ne sais pas, on était plus de 1000. Enfin, c'est un truc énorme. Et donc, c'est sponsorisé par Facebook. C'est très énergisant. Donc, pour certains réseaux, ben oui, il faut aller chercher des sponsors, des partenaires pour monter des formations, parce qu'il faut payer les intervenants, entre autres. Voilà. Ouais. Est-ce que je peux faire juste, mais c'est quelque chose qui est un petit peu personnel, mais comme ça revient souvent dans le chat, moi je suis partie 2 ans en Suisse. Florence qui est en ligne sait, je connaissais une personne. C'était une logopédiste, donc autant dire rien à voir avec mon métier. Et en fait, quand j'ai demandé à tout le monde comment on faisait pour réseauter en Suisse, parce que je connaissais personne. Et en fait, quand on m'a dit en Suisse, ils acceptent assez volontiers si tu leur demandes gentiment. Est-ce qu'on peut se voir un petit quart d'heure? Je voudrais vous parler voilà, je voudrais échanger avec vous sur la situation en Suisse, enfin voilà, sur le métier, sur ce que vous faites et tout, autour d'un petit café. Et ben franchement, au bout de même pas 6 mois, j'arrivais à aller dans des dîners de 10-20 personnes, dans des réseaux de 10-20 personnes. En fin de compte, quand vous arrivez quelque part, enfin, que ce soit en France ou ailleurs, je suppose que c'est la même chose, demandez aux gens tout simplement les choses, il faut leur demander simplement. Et en général, les gens ne sont pas tous agressifs. Comment on fait pour réseauter? Parce que tout le monde a besoin de réseauter. Pour quoi que ce soit, faire garder ses gosses, déplacer les enfants dans les écoles, les ramener, tout ça, c'est une espèce de logistique. On a toujours besoin de réseauter. Et je pense que tout simplement, enfin moi, si je peux me permettre d'intervenir, parce que j'ai eu ce cas-là quand je suis arrivée en Suisse où je connaissais personne, et que 2 ans après, ben, j'étais quasiment installée là-bas et je connaissais plein de monde, et que ça s'était fait assez facilement, mais parce que j'ai juste demandé au début, vu que je ne connaissais absolument personne dans la vraie vie. Ouais, Voilà, j'ai fait comme dit Bruno, mais sortez aussi du virtuel. Essayez je sais que les gens, ils sont des fois débordés, mais c'est pas grave si ça se fait pas dans les 8 jours, ça se fait dans les 15 jours. Essayez de voir les gens en vrai, parce que la personne me parlait des soft skills. C'est sûr qu'à distance, par Internet, c'est très compliqué d'expliquer ces soft skills, ou de les montrer. En tout cas, c'est ce que je vais rebondir avec Amélie sur la question. C'est ce que vous pratiquez aussi avec vos candidats. Vous faites des exercices extrêmement pratiques. Vous nous racontez un peu ce que vous leur proposez? J'en ai qui sont sur le chat, ils vont pouvoir se plaindre en direct des besoins que je leur donne. Déjà, on travaille pour le réseau, on travaille l'élévateur pitch, que ce soit en 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes. Donc avec les différents formats pour apprendre à se présenter. On fait faire l'exercice des fiertés. Donc, je leur demande de lister 100 fiertés qu'elles ont eues tout au long de leur vie. Donc là, à chaque fois, ça hurle à tout va, 100, j'y arriverai jamais. Mais finalement, ils y arrivent très bien. Et on arrive à côté de chaque fierté à mettre en avant des qualités qu'elles ont développées. Et c'est ça aussi. Ça permet aussi derrière de mieux argumenter pendant qu'on est en entretien ou pendant qu'on réseaute d'une manière ou d'une autre. C'est de pouvoir faire des liens et de rebondir entre ce qu'on a vécu dans le passé et ce qui va nous servir aussi demain. Et on travaille beaucoup toute la partie confiance en soi, tout ce qui est un peu des rituels power, le fait de lever des freins psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de freins psychologiques aussi, quand on dit c'est lié à l'éducation, mais on se met des freins nous-mêmes, on s'interdit d'oser faire des choses. Ça, c'est une des premières choses qu'on travaille également. Qu'est-ce que vous leur faites faire pratiquement un exercice type, c'est quoi? Y a l'exercice donc des 100 réalisations. Après, il y a l'exercice sur le réseau où on se met, alors ça c'est plutôt en présentiel, où on se met en groupe et la personne doit arriver à rentrer dans le groupe pour essayer de nous poser des questions et de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, comme si on était à une conférence et que tous les gens
tous les gens se connaissent, sauf nous, on arrive. Et ben, comment on fait pour aborder des gens qu'on ne connaît pas? Comment on fait pour aborder des inconnus lors d'une conférence ou d'un salon? Et ben, simplement, on écoute et à un moment donné, hop, on pose une question, on s'insère et où on va voir l'organisateur. Et donc, en fait, c'est tous ces petits exercices qu'on fait jusqu'à l'échange de la carte de visite. OK, on a discuté avec quelqu'un, il nous donne une carte de visite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on la range tout de suite dans le porte-monnaie ou est-ce qu'au contraire, on continue de créer du lien pour essayer de choper un rendez-vous? C'est tous ces petits exercices qu'on essaye de mettre en place pour les pousser un petit peu à sortir de leur retranchement. On est un peu, on y va cash, hein, on n'est pas dans la calinothérapie, hein, ça clairement pas. C'est à un moment donné, c'est juste les pousser des fois jusqu'à je sais pas, jusqu'à l'absurde, c'est montrer à quel point des fois le raisonnement qu'on peut avoir, des peurs qu'on peut avoir sont pas fondées et qu'on peut aller au-delà. Donc ouais, on est plutôt dans le coaching antipathique. Je vais revenir oui, avec Bruno, oui, justement. Allez-y, j'aurai une question pour vous après, Bruno. Bruno, il faut remettre la caméra, le son. Il faudrait remettre le son. Tu as coupé le son. Ah. Il n'y a plus de son. Il a coupé son micro. Il a coupé son micro. Bruno. Oui, Bruno, vous avez coupé votre micro. Il ne sait pas comment faire. Activer le micro. Ben, c'est lui qui l'a dû le couper. Je ne sais pas. Non, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, tu peux essayer de lui activer à distance. C'est ce que j'essaie de faire, mais il est coupé là. J'ai mis activer le micro, mais ça ne fonctionne pas. On peut le faire chacun, hein, je crois, normalement, en cliquant sur l'icône, sur la photo. En cliquant sur l'icône micro, ça devrait être bon. Alors moi, je vais peut-être passer la souris sur la photo, normalement. Voilà, d'être reconnecté. On va en profiter à ce moment-là avec Pierrette. Qu'est-ce que vous constatez sur l'évolution des réseaux dits féminins? Est-ce que vous voyez une tendance s'amorcer? C'est-à-dire, on parlait de mixité des réseaux tout à l'heure. Est-ce qu'on est encore dans une sectorisation ou est-ce que, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y ait plus de réseaux féminins et qu'il y aurait que des réseaux mixtes? Ah ben j'en rêverais. Ça voudrait dire qu'on serait arrivé, il y aurait plus de différence. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Mais en même temps, je suis toujours dans les réseaux féminins, donc ça veut dire que c'est pas tout à fait résolu. Il y a je vais donner un avis extrêmement personnel, ça engage que moi. Il y a une toute petite avancée. Moi, je trouve qu'il y a une toute petite avancée. C'est le cas chez PWN, mais ça va lentement. Et encore une fois, c'est du fait des femmes et des hommes. Donc, je lance pas la pierre à personne. Moi, je trouve qu'il y a une petite avancée, il y a une petite tendance, mais j'entends aussi ce que disent les femmes quand on dit que c'est ouvert aux hommes, et certaines m'ont dit oui, mais il ne faut pas qu'ils viennent là pour profiter encore une fois d'avoir des femmes qui sont super sharp et pour les embaucher, tout ça. Donc, il y a une crainte aussi de la part des femmes. Donc, je rejoins complètement ce que disait Bruno à un moment donné. Idéalement, mais je ne sais pas comment on peut faire ça, mais ce serait d'avoir un peu comme le mix présentiel et virtuel dans les événements, ce serait d'avoir un réseau où il y a des espaces. Moi, j'ai envie d'avoir des discussions. Il y a des trucs, je n'ai pas envie qu'il y ait d'hommes parce qu'ils ne peuvent pas comprendre de toute façon. Donc, voilà. Mais je pense qu'idéalement, ce serait un mixte. Et j'espère qu'on va pouvoir aller vers ça, donc peut-être avec des événements spécifiquement mixtes et puis d'autres où il y aura un espace, parce que le côté, je pense que c'est vous qui disiez ça, le côté sécurité, ou c'est Bruno, je ne sais plus, être en sécurité dans un espace où on a envie de parler de trucs peut-être exclusivement féminins qu'un homme ne va pas comprendre. On joue tous un jeu et quand on est en mixte, encore plus que… Donc le réseau, il faut faire très attention à ça à mon avis. Je suis pas sûre que l'évolution soit très rapide, mais j'espère qu'elle va l'être quand même, dans ce sens-là. Bruno, on vous a récupéré avec du son? Oui, je pense. Ah, génial. Allez, je vous écoute, c'est à vous. Moi, je voulais faire, en fait, tout à l'heure, je voulais faire une distinction. On parle de réseau. Et si on utilise, qui peut faire peur, en fait, il y a une autre notion qu'on peut aussi développer, c'est une communauté. On développe une communauté. Je vois plein de gens dans le chat qui disent mais si on échangeait nos numéros, si on se mettait ensemble et tout. En fait, c'est la construction d'une communauté. C'est plus une question de réseau. C'est une communauté d'échange avec des gens qui peuvent nous apporter du réconfort, de la sécurité, des infos, peut-être nous recommander, peut-être un job. C'est cette notion en fait d'être dans une dimension collective.
Et alors, il y a eu le terme hypocrisie. Il y a toujours un peu d'hypocrisie, puisque de toute façon, quand on rentre dans un réseau, quand on rentre dans une entreprise, quand on rentre dans une communauté, j'ai envie de dire, il y a des règles de conduite à avoir. On peut pas être. Alors, c'est purement personnel. On peut pas être authentique sur les réseaux sociaux. C'est juste pas possible. On est obligé de rentrer dans une communauté, de respecter les autres et de suivre certaines règles. Donc, l'authenticité au sens je fais ce que je veux, comme si j'étais chez moi, c'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir sa personnalité. Il faut être aligné avec ses valeurs. Attention, c'est pas pareil. Il faut être aligné avec ses valeurs, apporter ce qu'on a envie d'apporter aux autres, essayer d'être à l'écoute des autres pour en tirer aussi de la valeur et d'être dans l'échange. Mais quand je parle à quelqu'un, là, par exemple, je suis en train de faire le webinaire, j'attends pas qu'il y ait 15 personnes qui m'appellent pour faire des prestations. C'est pas le but. Moi, c'est de partager à l'invitation d'Amélie ce que je sais de LinkedIn et comment ça peut aider tout le monde. Parce que c'est le seul réseau professionnel et aujourd'hui, on est dans une dimension où on devient tous, en tant que professionnels, on l'a toujours été, on est des marques professionnelles. Avant, on était limité au périmètre de notre entreprise, de nos collaborateurs, de nos managers, de nos clients, de nos prospects et peut-être des conférences ou des ateliers là où on allait. Aujourd'hui, cette marque professionnelle, elle peut s'exprimer de façon publique à travers le monde entier, puisqu'on a des réseaux virtuels qui nous permettent de façon asynchrone de prendre la parole. Donc, il faut être dans cette dimension de compréhension qu'on est des médias, puisque si on parle, on devient des médias. Et on est tous des médias de toute façon. Et on est tous un référent et une ressource pour quelqu'un d'autre. Moi, il m'est arrivé qu'on m'explique, j'avais des gens, dans le marketing digital, vous avez des gens qui sont hyper brillants, comme Frédéric Cavazza, qui vous font, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est pour vous dire, c'est quelqu'un d'hyper brillant. Parfois, je ne comprends même pas ce qu'il dit, parce que c'est des concepts qui vont très loin. C'est qu'il est trop brillant, alors. Hein. Ça veut dire qu'il y a un manque d'adaptation aussi à qui je parle. Non, mais ce qui est intéressant, ce que je veux dire, c'est que quand je comprends, quand j'essaye de comprendre, le sujet m'inspire, je vais écrire sur le même sujet avec mes mots. Et je vais rendre accessible ce que dit Frédéric Cavazza à quelqu'un qui ne pourrait pas le comprendre. C'est une remarque qu'on m'a fait. On m'a dit, une fois, j'étais dans un espace de networking, on me dit, mais ce qui est bien avec toi, c'est que tu simplifies ce que les autres disent. Donc, on est tous le référent de quelqu'un. On a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un. Et quand on est en stage ou un écolier qui dit, mais je ne sais pas quoi dire, et enfin, tu es en Master 2, tu fais des études, tu fais des dossiers, les profs te posent des questions, tu t'intéresses à des secteurs d'activité, ben, prends la parole à ton niveau sur LinkedIn. C'est évident qu'un stagiaire, on ne peut pas lui demander d'être avec 20 ans d'expérience, mais il a quelque chose à apporter. Donc, on est tous légitimes à prendre la parole. Amélie ? Ouais, je rebondis sur ce que dit Bruno, on se pose trop souvent les questions de notre légitimité quand on fait quelque chose. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux écrire ça sur LinkedIn? Est-ce que je peux demander ça à quelqu'un à une conférence? Mais on est tous légitimes par rapport à quelqu'un d'autre, comme vient de le dire Bruno. Et ça, il faut vraiment arrêter des fois de trop je reviens toujours à l'idée des fois de débrancher le cerveau, de se poser trop de questions. Faut juste y aller. Là, on est tous légitimes pour quelque chose. Si on est là aujourd'hui à un poste ou à un moment donné dans notre carrière, c'est parce qu'on a fait des choses et qu'on peut en être fier et qu'on peut les valoriser et qu'on doit surtout les assumer, que ce soit des réussites ou des échecs. Et c'est ce qui construit aussi notre personnalité. Et je vous rassure, juste une petite remarque, et je te redonne la parole, le syndrome de l'imposteur, on l'a tous vécu. Hein. Moi, je l'ai vécu. Alors, si vous croyez que je maîtrise LinkedIn, que je suis connu parce que j'ai écrit un livre, mais le syndrome de l'imposteur, je ne parle pas anglais, je ne suis pas fluent en anglais. LinkedIn, c'est énormément aussi, ça vient des US. Donc, je peux vous dire que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous vécu. C'est juste de se dire, allez, moi, j'y vais aussi, et puis des gens seront d'accord, des gens ne seront pas d'accord, et on s'en fout, en fait. Mais oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, et encore heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, ça veut dire qu'on plaît à personne. Hein, donc, Je voulais rebondir sur quelque chose que m'avait dit Pierrette en off quand on s'est parlé pour préparer ce petit webinaire. Elle m'expliquait que suite au confinement, elle avait du mal à recruter des filles à l'école, mais que pour faire des formations. Mais par contre, suite au confinement, elle avait plus de femmes qui s'étaient inscrites. Hein. C'était à l'esprit que tu m'avais dit. Oui. Mais je te laisse expliquer. Et c'était assez étonnant. Et je lui dis, mais c'est peut-être parce que les femmes, elles ont tellement peur d'être dans des réseaux d'hommes. Enfin,
au contact avec des hommes parce que peut-être qu'elles se sentent pas à l'aise, que là, que ce que tu leur proposes, comme elles n'auront pas besoin d'être présentes, peut-être que c'est plus simple pour elles. Mais je la laisse expliquer. Oui, et on en a dit un mot, je pense que tu as été peut-être déconnecté à un moment, mais on en a dit un mot effectivement, et c'est vrai que moi je pense, et je suis en train de faire justement des vrais stats là-dessus, parce que c'est quand même super intéressant, il y a à la fois une histoire de disponibilité et à la fois une histoire de, rentrer dans cette espèce de monde d'hommes qui fait peur, et du coup je pense qu'il y a un vrai effort à faire quand on est en présentiel, alors pour pas garder que du virtuel, parce que moi je crois quand même beaucoup au présentiel et rencontrer des gens en vrai. Et je pense que pour le coup, il y a un vrai effort à faire du côté des hommes, mais aussi du côté des femmes. Et je reviens à ce que je disais tout à fait au début. Moi, je pense que le fait d'avoir, même si on est tous différents, et par exemple, on va avoir des gens qui sont ultra diplômés, qui ont des CV impressionnants, mais de tous venir soit pour une cause, soit pour un problème, donc soit parce qu'on est senior, soit parce qu'on recherche un travail, quel que soit, ou parce qu'on défend une cause, au moins on a ce point commun-là. Et moi, j'ai toujours constaté que ça marche super bien. Donc, d'essayer de partir de ce lien-là pour s'adresser à l'autre personne. C'est très basique, mais ça marche très bien. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, et qui est quelque chose que alors, je ne sais pas si c'est d'être une femme, d'être de cette génération-là, avoir été éduquée en France, mais apprendre ce qui n'est pas du tout français, je trouve. Moi, j'ai appris aussi à féliciter les gens, y compris sur LinkedIn. C'est-à-dire vraiment dire bravo, c'est super. On n'est pas dans cette culture-là en France, on ne dit pas trop ce genre de choses. Hein. C'est pas trop ça. Et le fait de dire ça, y compris à des hommes, je trouve que ça demande un petit effort, hein, j'avoue, mais ça marche pas mal. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que vous parlez, Pierrette, de le faire en public. Remarquez en public. Moi, je parlais de LinkedIn, par exemple, mais ça peut être aussi… Oui. Mais si vous voulez aussi être moins taxé, parce qu'il y a aussi les gens qui peuvent l'interpréter comme quoi on fait comme dans les entreprises, hein, on remercie pour faire de la lèche, etc. Faites-le en privé si vous n'osez pas le faire en public. C'est vrai. Faites-le en message privé si vous êtes connecté avec la personne. C'est-à-dire que vous allez lui porter une attention, vous allez le faire en privé et vous allez engager une conversation qui peut être privée parce que peut-être qu'il n'osera pas le faire non plus en public. Il y a les deux volets. Vous avez le public, c'est ce que vous allez faire sur les fils d'actu, les commentaires, et en privé, c'est en message privé. Ouais, et en plus, je pense qu'il y a aussi une chose qui est assez intéressante de voir au vu des chats, c'est qu'à 50 ans, on a quand même toute une expérience incroyable, quels qu'aient été les parcours, les échecs, les succès. Et je pense que faire partie des réseaux pour les femmes de notre génération, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, parce que le parcours, il est là, il est installé. Après, c'est par quel angle, et on rejoint la ligne éditoriale dont parlait Bruno tout à l'heure, c'est par quel prisme je vais attaquer mon expérience et comment je vais la transmettre et comment je vais la diffuser. Et Bruno, vous avez fait il y a quelques jours, je crois, un post qui, moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui était, vous faisiez un distinguo entre communiquer et converser. Et j'aimerais bien qu'on en reparle. Voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. En fait, pour moi, LinkedIn est un outil de conversation. Je vous recommande un livre qui s'appelle le ClouTrain Manifesto. Les marchés sont des conversations. C'est-à-dire que le business, mais le business dans les grandes lignes, hein, pas que le commercial qui vend. Là, on est en train de faire quoi? On est en train de faire une conversation. On est en train de converser, d'échanger. La notion de communication, en fait, quand on va sur LinkedIn pour communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets un avis, je le pose et il n'y a pas de débat possible. C'est moi, je. Alors que la conversation, c'est moi, nous. C'est complètement différent. Et c'est dans la conversation qu'on va créer de la valeur à soi, à l'autre personne, et qu'on va se créer de la valeur parce qu'on va aussi créer de la valeur à cette notion de communauté. Et donc, le distinguo, pour moi, est fondamental, c'est que la conversation, c'est un échange. La communication, c'est unidirectionnel. Et un réseau social, par définition, c'est fait pour faire des conversations. Ouais, on est d'accord. Amélie? Oui, je valide. Je suis trop souvent d'accord avec Bruno, il faut que je trouve un terrain. Alors, il ne faut pas que je vous invite ensemble. Alors, vous invite alors moi, par contre, j'ai une petite question qui va gratter un petit peu le poil. C'est est-ce que pour les femmes, c'est pas la double peine? On a passé 45 ans, donc déjà, c'est un peu compliqué physiquement. Non, mais
Moi, je me fais l'écho du chat. Et ensuite, de se dire, je sais pas, j'ai élevé mes enfants, je reprends le travail, j'ai 45 ans, donc j'ai plus le corps que j'avais avant. Je dois me faire un réseau, j'ai plus de 45 ans, alors qu'il y a plein de petites minettes de 20, 30 ans qui sont aussi dans les réseaux et qui veulent, elles aussi, quelque chose. Parce qu'on ne se concentre pas sur la bonne chose. On se concentre sur ce que les autres, ils ont, et pas sur ce qu'on a, nous, en fait. Il faut arrêter de se comparer, qu'on ait 20 ans, 40 ans ou 60 ans, qu'on soit un homme ou une femme. Il faut juste arrêter de se comparer. C'est aujourd'hui, quelle est ma plus-value, quelle est ma force. J'ai élevé mes enfants pendant 20 ans, j'ai peut-être fait des choses formidables avec mes gamins et j'ai forcément développé des qualités, des compétences qui vont servir demain dans une entreprise. Ou peut-être que grâce à ça, j'ai une idée business et je peux accompagner un entrepreneur pour justement développer d'autres choses là-dessus. Et on est toujours en train de se comparer au lieu de se regarder soi-même et de se dire, OK, c'est ça ma force et c'est ça que je vais mettre en avant. C'est comme si la question est légitime, mais il faut arriver à passer cette barrière. C'est comme si moi, je me disais, je ne peux pas sortir, je n'ai pas de cheveux. Ouais, mais il est où le problème, en fait? En fait, le problème, c'est que c'est assez paradoxal parce qu'on se dit, il ne faut pas vivre à travers le regard des autres. La vie des autres, la vie en un seul mot, est la vie, plus loin, vie des autres. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai trouvée, je ne sais plus trop où. En fait, il faut arrêter de se comparer et de se définir ses propres objectifs. Et il y aura toujours des embûches sur la route, systématiquement. Mais si on commence par identifier les embûches, on partira jamais. Et l'idée, c'est de passer ce cap. Donc, la bonne distance, c'est se dire qu'on a une expertise et qu'on parle au titre d'expert et de l'expérience et que finalement, le reste n'a pas d'importance à partir du moment où seule l'expertise doit primer. Au-delà de l'expertise, c'est le côté qui on est comme humain. On a une expertise métier, mais demain, moi, l'expertise que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais appris à l'école. J'ai une formation scientifique de biochimie, chimie et agroalimentaire. J'ai appris sur le tas. La notion d'apprentissage, elle est constante. Donc, la notion j'ai élevé mes enfants, moi, il y a un truc qui m'a choqué pendant ce confinement, mais pour moi, c'est juste aberrant. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias le nombre de gens ou de parents qui ont dit « il faut que ça s'arrête, il faut que l'école reprenne parce que moi, j'en peux plus avec mes enfants ». Mais d'où on doit tenir ce discours que les enfants sont un poids pour des parents? C'est juste une aberration j'ai envie de dire journalistique, quoi. Non, mais moi, j'étais super heureux d'avoir mes gamins à l'école. Bon, ils sont grands aussi, mais je veux dire, c'est juste le plaisir. Sinon, il y a un problème, quoi. Donc, c'est une petite aparté pour dire, mais j'ai élevé mes enfants, et ben c'est super, c'est énorme. Vous avez pris le temps. Maintenant, vous avez aussi une expertise, vous avez plein de choses à apporter. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si on met le sujet dans le débat, on ne pose pas les bonnes bases. Pierrette, vous vouliez intervenir? Une toute petite remarque par rapport à plein de commentaires sur l'apparence et notamment l'apparence des femmes de plus de 45 ou 50 ans. Moi, je suis d'accord pour dire que ça compte, je suis désolée, et plus que les hommes. Mais je voudrais juste dire aussi, surtout, même si on fait tout ça, on met tout ça de côté, j'entends ce qu'Amélie dit, j'entends tout ça et qu'on se dit on est les meilleurs et maintenant on est dispo. Et moi, je suis tellement d'accord avec ça, on est beaucoup plus dispo qu'à 30 ans. Mais les RH n'ont pas changé. Donc, le high potential, c'est toujours 35-40. Donc, pardon, mais ça fait 50 ans que c'est comme ça au RH. Donc, la prochaine fois, peut-être des gens de la RH qui viendraient nous expliquer pourquoi ça ne change pas, ce serait bien. Non, mais on peut même, en sortant du côté homme, femme, jeune, vieux, etc., on dit qu'il faut prendre des profils atypiques, etc. Et ils recrutent encore sur le diplôme et les écoles. Oui. Donc, non, mais on est bien d'accord. Et c'est les mêmes, c'est les mêmes qui vous disent. Oui, mais les femmes sont meilleures à l'école que les hommes. Donc là, on a un avantage si on veut rester sur ce sujet-là. Oui, on retourne dans le syndrome de la bonne élève, en fait. Mais on va refaire un webinar parce que ça revient tout le temps, cette histoire des RH qui n'ont pas le bon algorithme de recrutement. Et je pense qu'Amélie sera encore là pour les tanner parce qu'on a. On est en contact avec la présidente de l'association des DRH qu'on aimerait bien entendre sur ce sujet parce que je pense que c'est une réalité et je suis tout à fait d'accord avec Pierrette. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que, enfin, ce que je souhaite, c'est que quelques clés, si chacun pouvait nous donner une clé, dire voilà, demain, je veux commencer à réseauter, petit 1, je fais quoi? Sachant que Bruno, très gentiment, nous a donné une fiche technique
pour faire un profil premium sur LinkedIn qu'on va transmettre aux personnes qui étaient via la newsletter, on leur enverra avec, mais que surtout on va leur proposer l'atelier à la rentrée. Mais voilà, on est un peu à poil, on démarre là maintenant tout de suite, on fait quoi? Comment? On appelle Amélie, on appelle Bruno, enfin Au secours, oui. Au secours, on fait quoi? Pour moi, Et on va vers lequel? si je prends LinkedIn, la première chose, c'est définir, avant d'aller sur LinkedIn faire un profil, c'est quoi mon objectif professionnel? Alors, ça veut dire plein de choses, mais c'est de poser son objectif professionnel. Je vais vous dire des professionnels que je vais voir et je leur pose la question, j'ai un grand vide. Hein. Donc, définir son objectif professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Du coup, quels sont les sujets que je vais traiter pour atteindre ces objectifs? Les sujets que je vais traiter vont définir une ligne éditoriale. Donc, ça va être ma prise de parole. Et du coup, je vais construire le profil, c'est-à-dire la partie CV de LinkedIn, sur ces sujets-là. C'est-à-dire que si je dois parler de la pluie, je ne vais pas mettre une bannière avec le soleil. Je vais mettre une bannière avec la pluie. Je prends des images exprès décalées. C'est-à-dire que j'ai une photo, j'ai une bannière, j'ai une présentation, je fais la partie résumée de mon profil. Mais ça, c'est statique. Ce n'est pas là-dessus que vous allez avoir le maximum de puissance du réseau. C'est dans la prise de parole. C'est pour ça que d'abord, on définit son profil, son objectif, on définit les sujets qu'on va avoir à traiter et derrière, on va mettre l'outil LinkedIn à son service. C'est comme quand vous prenez la voiture. Hein. Si on se dit, allez, on va faire un tour en voiture, on descend dans le parking et on n'a pas défini d'objectif pour savoir où on va. Bon, on va tourner dans le parking, c'est super intéressant, quoi, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est la notion d'objectif, c'est où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je prends comme véhicule pour y aller. Est-ce que je passe par la brousse, je prends un 4x4? Est-ce que je prends l'autoroute, je prends une berline? Est-ce que je vais me promener en ville, je prends une citadine? Donc, l'objectif est fondamental parce que LinkedIn, ce n'est pas un réseau social, c'est un outil. Vous avez un téléphone portable, vous avez un crayon, un bloc-notes, vous avez un ordinateur portable. Vous avez un outil pour discuter avec des gens. Bon, Amélie? Pareil pour le dernier mot et pour rebondir avec ce qui est mis sur le chat, où du coup la guerre sur les RH commence sur le chat. C'est la suite du premier webinaire, Amélie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formations RH sont plutôt mal faites là-dessus, car il n'y a quasiment pas de cours en recrutement. Il n'y a que maintenant qu'il commence à y avoir des écoles qui se sont lancées, comme l'école du recrutement, qui forment véritablement au recrutement. Donc ça, c'est aussi un gros problème en France. On en revient toujours à l'éducation. On ne forme pas aux méthodes de recrutement, on ne forme pas vraiment à la non-discrimination et à tout ce qu'un senior peut apporter. Oui, aujourd'hui, dans les recruteurs, ce sont beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que c'est un métier que les jeunes ne veulent pas faire et qu'ils font en démarrage de carrière en attendant de devenir super DRH. Donc oui, quand vous allez être confronté à des recruteurs, vous allez être souvent confronté à des recruteurs qui font un métier par dépit et qu'ils n'aiment pas et pour lequel ils ne sont pas compétents. Il ne faut pas leur en vouloir. Vous êtes là aussi pour leur expliquer votre métier et votre plus-value. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est à un moment donné, il faut aller chercher la solution. On a un problème, ok. Le problème, c'est que je n'arrive pas, quand je suis avec un RH ou un recruteur, je n'arrive pas à passer le cap de l'entretien. Je n'arrive pas à réseauter correctement, parce qu'il faut c'est peut-être pas le RH qu'il faut aller chercher, c'est peut-être plus le manager, l'opérationnel, c'est avec lui qu'il faut échanger sur les réseaux, que ce soit de manière virtuelle ou lors de conférences ou de colloques. C'est avec le côté alter ego, la personne qui fait peut-être le même métier, qui va pouvoir me donner des conseils et des informations. Et c'est effectivement se dire, ok, face à ce problème de mise en relation, comment je fais pour contourner ce problème et trouver la solution. Et c'est intéressant, Amélie, ce que vous dites, parce que à quel niveau je dois aller chercher mon interlocuteur? Est-ce qu'il faut éviter de taper, évidemment, j'imagine, dans les boards avec les directions, mais oui, mais alors, comment je sais, moi, qui ai une expertise à vendre, mais je me suis un peu renseignée sur la boîte, à quel niveau il faut que je tape pour amorcer en tout cas le plus de chances possible d'intéresser l'interlocuteur? Comme l'a dit Bruno, c'est en fonction des objectifs. Si je suis sur un poste de direction ou direction générale, oui, je peux aller taper dans le board. Moi, j'ai des profils, dans mes profils seniors, selon leur expertise, je leur dis, allez taper dans les business angels. Parce que le business angel, avant d'aller mettre 100 000 ou 200 000 ou plus sur la table, il veut savoir si sa start-up, elle tient la route. Et vous pouvez très bien démarrer sur une mission dans ce cadre-là. Et en fait, c'est ouvrir le champ des possibles de tout ce qu'on est capable de faire auprès d'une cible ultra large et pas se focaliser juste sur quelque chose. Je vous prends un exemple dans les ventes complexes, ce qu'on appelle les ventes complexes. Donc, on n'est pas dans le recrutement, hein, on est dans la vente. Dans la vente complexe, on a entre 6 et 7 intervenants dans le dossier.
vous avez le prescripteur, l'utilisateur, le payeur, le référenceur, etc. Et donc, si dans l'acte de vente complexe, je ne veux me connecter qu'avec le décisionnaire, j'aurai jamais le budget. Parce que les autres ne me connaissent pas et ils ne vont pas, et ils influencent la décision. Donc, si je commence à discuter avec des gens qui ne vont rien m'apporter, parce qu'ils ne décident pas, ils ne signent pas le bon de commande, mais ils vont participer, en fait. Et donc, on est exactement dans ce que dit Amélie, c'est d'aller chercher l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise que l'on veut. Ça peut être de commencer par, c'est ce que j'explique aux étudiants, c'est d'aller, ils veulent travailler dans un secteur d'activité, sur leur profil, il n'y a rien sur ce secteur d'activité, mais qu'ils aillent déjà voir des collaborateurs, ils veulent travailler dans les jeux vidéo, qu'ils aillent voir des collaborateurs, ça se passe comment, tu recrutes comment, et puis il y a un manager, et puis bonjour monsieur le manager, j'aimerais travailler dans ce secteur, mais j'y connais rien, ou je suis en études, comment je pourrais… Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le secteur? Quelles sont les perspectives? Et c'est vrai pour un jeune comme c'est vrai pour quelqu'un qui peut avoir 40 ou 50 ans. Hein. C'est juste d'aller converser sans demander avec des gens qui ne pensent de toute façon qu'à eux, c'est dans le bon sens du terme, donner leur avis, partager leur savoir. Et donc, c'est eux qui vont vous donner les signaux, ce que j'appelle les signaux faibles, qui vont vous permettre d'aller à la bonne personne. Parce que de toute façon, à un moment donné, vous passerez par le DRH. Enfin, par le cabinet du DRH. Donc, autant y aller en étant déjà recommandé auprès du DRH. Si c'est le manager qui dit, tiens, j'ai rencontré un gars et pour mon équipe, je cherche, ça serait bien que tu le rencontres parce que moi, il me plaît bien. C'est autre chose que d'avoir juste une feuille sur une pile de dossiers, quoi. Il y a une recommandation qui est interne. Et ça, c'est faisable parce que je décide d'aller parler à un réseau ou à une communauté. Ouais. Sandrine, on fait un dernier tour de piste sur le chat. Écoute, on a pas mal de questions qui tournent toujours autour de ces fameux RH. Donc là, pour eux, c'est la fête, hein, mais on va les inviter pour qu'ils puissent quand même un peu se défendre. Et puis, idem pour les cabinets de recrutement. Mais moi, je serais assez d'accord de dire, comme le dit Bruno, qu'il ne faut pas travailler directement, peut-être envoyer au DRH, mais là, je pense que c'est Amélie et Bruno qui sont plus spécialistes, mais essayer d'y aller un peu comme le serpent, quoi, de manière en circonvolution, on va dire ça, pour essayer d'atteindre l'objectif. Et puis, pour nos amis qui sont indépendants, qui aujourd'hui, je ne sais pas s'ils étaient nombreux qui étaient là, le réseau, c'est très, très important, mais ce n'est pas le même réseau que la recherche d'emploi. Là, c'est le réseau de recherche de clients. Et c'est une autre paire de manches. Et juste, moi, je rappelle deux choses. Un, est-ce que l'horaire qu'on vous a proposé vous convenait? Est-ce que vous pouvez me répondre? Deux, on veut faire un atelier avec Bruno à la rentrée sur LinkedIn pour vous apprendre à optimiser, on va dire, le profil LinkedIn. Dites-nous si vous voulez être d'accord ou pas. Et de faire un atelier où, en fin de compte, Amélie ferait aussi un atelier pour essayer d'explorer la partie plutôt réseau, recherche d'emploi, des choses comme ça aussi à la rentrée. Donc, dites-nous tout ça si ça vous intéresse, sachant qu'on est toujours en lien via notre newsletter et puis ensuite via LinkedIn, les réseaux. Et puis, ceux qui veulent, ils peuvent se rencontrer et prendre un café. Voilà. Un dernier mot de conclusion pour chacun d'entre vous, où on a fait le tour. Vous nous dites, Amélie. Moi, mon dernier mot, ce serait juste oser. C'est court, c'est bref, c'est parfait. Un tout petit peu plus de mots, mais juste pour dire, en présentiel, si vous voulez rejoindre un réseau, allez-y avec quelqu'un qui est déjà dedans. Donc, ça peut aider la première fois. Donc, demandez-moi si vous êtes intéressé par PWN, je vous accompagne. Voilà. On va venir, Pierrette. Merci. Bruno? J'aurais le même terme qu'Amélie, c'est oser et de bien avoir en tête qu'en fait, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous plairez à personne. Donc, vous êtes quelqu'un, vous avez une vie, et sans l'état, une vie professionnelle, encore une fois, pas la vie personnelle. Basez-vous là-dessus. Il y a des gens qui vous apprécieront, il y a des gens qui vous apprécieront pas. Malheureusement, le cerveau a un mode de fonctionnement où il va focaliser sur la personne qui va vous faire une critique et pas sur les 15 qui vont vous faire un compliment. Donc ça, après, c'est les neurosciences, ça joue aussi beaucoup. Mais effectivement, faut oser et être dans une dynamique de test and learn.
Rechercher Ouais, un c'est emploi, c'est aussi du test and learn. Moi, j'ai vécu plein de périodes de chômage. Entre guillemets, je déteste les cabinets de recrutement parce qu'ils comprennent rien du poste et de mon expertise pour arriver au poste. Donc, je préfère passer direct avec l'entreprise. Mais du coup, c'est le jeu aussi. Faut jouer le jeu et oser y aller sans se mettre les barrières. Et dès on se met une barrière, il faut en avoir conscience et se dire, bon, ça, c'est une barrière, je la fais sauter. Et Amélie est d'accord pour vous faire sauter vos barrières. Hein. Allez-y. Moi, je vous remercie infiniment. J'en profite pour remercier également Corinne Goldberger qui a eu un problème de connexion, mais qui nous écoute toujours, mais qui ne pouvait plus intervenir. Merci beaucoup. On travaille et on récupère tous les échanges sur le chat. Ça nous donnera évidemment le thème du prochain webinaire. En attendant, il y a la newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire via LinkedIn et on reste en contact pour les ateliers. Merci beaucoup. Merci Pierrette d'avoir contribué de façon si pertinente à nos échanges et on vous donne rendez-vous très bientôt. Après les vacances. Après les vacances, et on vous fait un petit programme pour faire du très concret. Un dernier petit conseil, vous allez aller voir nos profils, vous allez nous faire des demandes de connexion. Mais nous, on ne vous connaît pas. Personnalisez-la. Un petit message. Merci, j'ai découvert votre profil par le webinar. J'ai lu un article de votre part, etc. Toujours personnaliser la demande de connexion. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à vous. Merci infiniment. À très bientôt. Merci. Merci pour Au l'invitation. revoir. Avec plaisir. Au revoir Pierrette, bel été. Hein. Passez tout un bel été. Au revoir Bruno, à Bruno, bientôt Tu Amélie. bosses cet été ou quoi? Tout le monde dit bel été. C'est fou ça. Non, Bah ouais, moi je bosse, mais il y Non, en on va a qui travailler, ont mais- partent en vacances. Amélie, on veut tu ne seras pas toute seule. Il y en a qui me disent qu'ils partent en vacances, donc je leur dis bel été. Bel Hein. été. Ça n'empêche pas qu'il soit beau, hein, même si on travaille. Alors Hein. qui allons continuer Au encore. boulot, mesdames. Merci, à bientôt à tous. Et à Bye. tous. Merci. Au Bye. revoir.